Bonjour La Réunion, bienvenue dans le talk. Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, on va passer un bon moment tous ensemble avec toute l'équipe du Talk qui est là autour de moi. On va refaire ensemble l'actualité de la semaine. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au sommaire de cette émission. Alors, si vous suivez un peu les infos, eh bien, c'est un peu les feux de l'amour en ce moment à Saint-Leu. D'un côté, le maire actuel de Saint-Leu, Bruno Domaine, se fait critiquer par son directeur de cabinet qui a été enregistré lui-même par l'ancien maire Thierry Robert, qui lui fait des lives sur Facebook pour dénoncer le maire de Saint-Leu. Bref, c'est la guerre et justement Thierry Robert sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau pour essayer, on va voir, d'y voir un peu plus clair dans tout ça. L'ancien maire de Saint-Leu sera notre invité de la semaine. Et puis, dans quelques semaines, ce sera les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous le savez, avant cela, la flamme olympique passera sur l'île et régulièrement, eh bien, on essaiera de recevoir des Réunionnaises et Réunionnais qui ont fait les JO dans leur carrière. Aujourd'hui, Elvire Teza était championne de France de gymnastique et elle a fait 2 fois les JO en 96 et en 2000. Elle sera notre deuxième invitée de cette émission. Et puis lui a raflé des récompenses dans tous les festivals cette année. Oscar du meilleur scénario dimanche soir à Los Angeles, Anatomie d'une chute. C'est l'étoile filante du cinéma français cette année. Et pour l'occasion, eh bien, Arthur Boyer nous en fera la critique. Est-ce qu'il vaut son Oscar? Eh bien, on saura ça dans quelques instants. Et puis bien sûr, il y aura les bons plans de Bruna. Aujourd'hui, on va aller à Sillaos. Il y aura les infos emploi de Lolo avec une annonce un peu particulière. On verra ça dans quelques instants. Le sport avec Mika et Marion qui va revenir sur la polémique d'Aya Nakamura aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer cette semaine. Bref, le talk, c'est parti, largué. Et on est parti pour cette nouvelle émission. D'abord, tour de table comme chaque semaine. Arthur Boyer, comment tu vas? Ça va. Quand je sors la chemise à carreaux, c'est que je suis heureux. D'accord, c'est pas juste parce que t'es mal fringué, c'est parce qu'il y a... Okay. C'est que je suis plus heureux d'être moins bien mal fringué que d'habitude. Le t-shirt violet, les carreaux, bon... Il est bleu. Il est bleu. Et c'est de la marque. Moi, c'est beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de souvenirs, la petite maison à prairie. Charlie Ingalls. Série très culte. Il y a un petit côté Charlie Ingalls aussi de ton côté, je trouve. Non, vous trouvez pas avec le petit chapeau en plus. La grande famille, le côté christianisme, le respect, les vraies valeurs. Non, c'est vrai. Et tout est moi là-dessus. Celui qui va couper du bois tous les week-ends, c'est ça? Entre autres. Il a la gueule de bois, mais... c'est autre chose, effectivement. En parlant de gueule de bois, Bruna, directement, transition. Pourquoi tout de suite, moi? La transition était toute trouvée. On commence à te connaître après 2 ans. Oui, c'est vrai. Comment tu vas? Non, c'est faux. Non, je vais bien. Ça va, Jordi, très bien? Oui. Pourquoi Sillaos? Un bel hôtel à voir ensemble, je crois. Ouais, on va aller prendre un peu l'air dans les hauts. Ça va faire du bien. Sillaos pour l'eau. Oui, bien sûr, oui, ça doit que ça, oui. En tout cas, elle a fait un bon bain à bulles, on verra ça à la fin de l'émission. Et toi, Mika, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé un peu en sport là? Il y a eu beaucoup de choses cette semaine? Ouais, plein de choses et on va raconter tout ça dans un instant. C'est bien parce qu'il gère bien le suspense dans sa voix, tu vois. Ouais, là, t'es dans l'ambiance, tu sens que... Tac au tac, hein. Restez branchés. Et il vient de tout niquer. On était bien là. C'était presque bien. Marion, encore un sujet polémique avec toi aujourd'hui. Oui, parce que j'aime ça. Ouais, c'est ça. Ça fait réagir. Là, tu l'as fait tout de suite. Comment ça va? Ça va très très bien. Ouais. Très contente de vous retrouver encore une fois de plus. Merci. On ne choisit pas ses collègues. Mais elle le fait bien, toujours avec le sourire et la grâce de Miss Réunion, c'est parfait. On va commencer tout de suite les amis par l'image de la semaine. Du coup, l'image de la semaine avec toi, Arthur, aujourd'hui, on va parler de quoi? Ouais, parce que la semaine dernière, je vous disais que ce week-end, il y a eu la cérémonie des Oscars. Et je ne veux pas dire que je suis trop fort. Loin de là. On va pas le dire non plus, donc, de toute façon. Mais j'ai eu raison pour l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur, qui a été remporté par le film Oppenheimer. Et c'est Cillian Murphy qui joue Oppenheimer lui-même. Et en tout, le film a eu 7 Oscars. Alors, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur d'un second rôle masculin, meilleure photographie, meilleur montage, meilleure musique. Il a tout raflé. À domicile. À domicile. Mais du coup, pour moi, l'image de la semaine, c'est cette photo de Justine Triet et de son compagnon Arthur, comme par hasard, Harari, avec qui elle a écrit le scénario du film Anatomie d'une chute, qui a été récompensé de l'Oscar du meilleur scénario original.
Mais vous inquiétez pas, on en reparle un peu plus tard dans ma chronique. Est-ce que vous l'avez vu Ouais, rapidement, autour de la table, vous l'avez vu, Anatomie d'une chute. Il avait fait polémique il y a un an, je crois que c'était au Festival de Cannes, si je dis pas de bêtises, où il avait justement reçu, il avait été nommé meilleur film, je sais déjà, et il avait été critiqué par... C'est vrai que c'était Moi, j'étais pas ce jour-là pour ce film-là, mais j'y étais pour de vrai. Une demi-info. C'est ça. C'était juste ça, tu vois. pour C'était juste pour dire. J'étais au Festival de Cannes, vous y étiez? Non. Oh là là, c'est bon, Ah t'es oui. Est-ce qu'on peut vanter Pesé de la canne à Saint-André. Ils ont mis le tapis rouge aussi, mais c'était là. Ouais, du coup, vous l'aviez vu, enfin, en tout cas, la polémique à l'époque, et du coup, c'est un peu une belle revanche aussi. Et je crois que les Américains, ils ont fait exprès de... C'est pas mal la façon dont ils s'y sont pris, parce qu'ils ont joué un petit peu sur ce phénomène pour le ramener à eux. Parce que la France voulait pas présenter ce film dans la catégorie film étranger, parce qu'ils n'ont pas aimé le film, machin. Et du coup, les Américains ont dit non, justement, pour mettre en avant les femmes aussi, bah, nous, on le récupère, on met dans le scénario. Et il y avait film international, enfin, il y avait une autre catégorie, je crois, où il était cité. Meilleur film, je crois. Même. Ah, il y avait meilleur film, meilleur réalisateur, il y avait meilleure actrice, 4 ou 5. 5 en lice. Ouais. Mais du coup, très belle revanche. Et surtout aussi, c'est que la réalisatrice, Justine Triet, a joué le jeu des Américains. Elle est partie faire de la com, elle a emmené le chien partout, elle a fait des discours et tout. Et le job est bien sûr. Elle a fait ce qu'elle devait faire et voilà le résultat. Bon, en tout cas, voilà, 12 ans après The Artist, un nouveau film, donc sacré aux Oscars. On attendra 10 ans de plus, mais... Ils sont bien vus là-bas. Voilà. Les amis, on va passer à l'actu de la semaine, c'est retour vers l'actu. Et du coup, l'actu de la semaine, je vous ai fait un menu 100% réunionnais. Alors, on aura des radars tourelles, on aura les chariots surprises de Carrefour, je pense que vous avez vu passer ça, et puis la polémique à l'embauche de Helbourg, ça, toute la semaine, on en a parlé dans tous les médias. Du coup, qu'est-ce que vous préférez pour commencer? Honneur à notre Miss. À Miss Melo? Qu'est-ce qu'elle a pas fait? À mon avis, les radars. Les cadeaux, les chariots, je pense. Les radars, Les chariots. Les chariots, effectivement, comme en métropole, hein, vous avez déjà vu qu'en fait, il y avait une marque, donc je crois que c'était déjà Carrefour, qui avait lancé donc, des chariots surprises, donc emballés, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, et en fait pour... C'était Auchan. C'est Auchan qui avait... En métropole. C'est pas eux qui avaient copié Auchan? Bref, Auchan ou Carrefour, bref, une marque avait commencé à faire ça. Du coup, pour 50 €, vous avez un chariot mystère, vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, ça peut être plus de valeur que 50 € ou pas, on ne sait pas. Donc voilà, donc ça a commencé aussi à La Réunion le week-end dernier. 20 a été mis en vente dans 2 supermarchés à Sainte-Suzanne-Saint-Pierre. 15 chariots d'une valeur de 150 € vendus 49 € et 5 d'une valeur de 300 € vendus 99 €. Et la question se pose, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est juste pour inciter plus encore à consommer? Comment vider son stock? Oui. Tous les arrondis. C'est exactement ça. Et faire de la communication. Et faire de la communication. C'est exactement ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment... Parce que est-ce que légalement on peut vendre par exemple des produits invendus depuis un mois, il n'y a pas une obligation d'en faire quelque chose? Il y a quelque chose derrière tout ça. Il n'y a pas une obligation de faire quelque chose de ce Techniquement, produit? tous ces produits, alors il n'y a aucun produit alimentaire, tous ces produits sont sous garantie. Mais j'ai l'impression que quand on a vu l'intérieur donc qu'est-ce qu'il y avait? Donc, bien sûr le fameux cuiseur Harry que tout le monde a. Donc, depuis maintenant 2 générations. C'est ça. Il y avait des rideaux, il y avait des coussins, il y avait des couettes, il y avait une serviette de plage. Donc à mon avis, ça doit être des trucs qui ont été mis dans les brocantes à 1 € qui ne sont pas partis. Ils les ont foutus là-dedans. Moi, ça me fait assez rire quand même parce qu'il y a eu la queue. Les gens se sont un peu rués dessus. Il y a même eu une polémique comme quoi il y avait une porte qui s'était ouverte avant une autre. Donc certaines personnes qui attendaient n'ont pas pu passer. Et ces mêmes personnes-là vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas d'argent, moi, c'est compliqué et tout. » Et tu vas aller dépenser 50 € dans un truc qui va jamais te servir. Enfin, je sais pas, avec la conjoncture actuelle, c'est un très très bon point. Après, il y a les gens, sans parler de chariot mystère, tu peux aussi, par exemple, tu sais, tout ce qui n'a pas été remis, par exemple de livraison, Amazon, tout ça, voilà, qui ont été perdus, tu as un local. Il existe un local. Et tu peux aller aussi, tu achètes le colis, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça, je trouve, il y a tu peux aussi le côté un peu plus jeu où tu peux c'est vraiment tomber. C'est la loterie. Non, mais par exemple, là, tu peux acheter au kilo et tomber sur un iPhone, un MacBook. Alors que j'ai vu des gens qui étaient à Auchan, au Carrefour, ils disent peut-être il y aura un ordinateur dedans, j'en ai besoin. Un chariot à 150 € de valeur, il n'y aura pas d'ordinateur dedans. C'est sûr. Le réunionnais et les joueurs, donc. Mais c'est ça, donc tu joues sur le Restons polis, ouais. Tu joues sur ça avec les gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens. Je sais pas, limite ce qui aurait été intelligent, c'est de faire des chariots surprises de la journée avec des produits alimentaires par jour. Et moi, là, ça aurait aidé avec du riz, avec des pâtes, avec quelque chose. On est sur le plan social, on répondait clairement. Les gens se plaignent qu'il y a le coût de la vie, que c'est dur de se nourrir. Ils se sont rués sur des trucs inutiles.
venus? Parce que Mais c'est une préparation plus importante aussi. Hein. Ah oui, mais un vrai Préparer projet. ces chariots Un avec vrai- des Oh des- là là, c'est oh là là. compliqué d'emballer un Ah chariot. oui, Et et puis Carrefour, c'est pas facile Et pour vous eux. savez quoi? Ça a fait tellement le buzz que maintenant il y a un petit magasin de Saint-Louis qui a fait exactement Voilà, pareil, bah oui, qui crée un panier à 50 €. Et pareil, il le met devant l'entrée. Mais ils devraient faire ça C'est effectivement pour les produits, comme tu dis, les 2024. produits durs, parce que là, tu sais, aujourd'hui, maintenant, ils le font, je crois que Leclerc le fait, je sais pas, toutes les peut-être de market aussi, on Les sait pas. paniers, J'ai peu fait gaffe, mais tu sais, à la fin, enfin ouais, t'as des étals où les produits invendus, je sais pas, de la veille, la ou gondole, voilà, voilà, mais là, mais ça peut être aussi de l'alimentaire. Mais alors les pros, enfin franchement, c'est quoi? C'est 10%, 20%. Le truc à 6 €, il est passé à 5, tu vois. Donc, enfin, au final, tu ne gagnes pas forcément beaucoup de pouvoir d'achat, mais ils pourraient faire plus là-dessus, tu vois. Ça, je trouve c'est un peu. Je pense pas que. Bon, après, on va passer à la suite, parce que là, je ça pense fait pas une que heure que- l'alimentaire, ça aurait autant de succès que ce qu'ils ont C'est fait. ça qui est Et tragique. pourtant, c'est Il le y a un nerf de la constat guerre. là-dessus. hein. Il y a un Une question constat. d'engouement qui attire les gens sans réfléchir finalement. Bon, les deuxièmes sujets, les radars ou polémique à l'embauche? Les PV, enfin les radars. pardon. Les radars. Ça, c'est ce qui va Ça ensuite. perd de points. Du coup, effectivement, donc 19 radars sont installés aujourd'hui sur l'île. Ces derniers jours ont été marqués par l'installation de 2 nouveaux à la Jamaïque et à la plaine des Palmistes. Ceux qui roulent sur ces secteurs, eh bien, doivent le savoir, comme Mika, peut-être qui a rigolé. En fait, l'information surtout, c'est que d'ici quelques années, ils seront 35 sur l'île avec, donc c'est un plan départemental de déploiement de ces radars tourelles, avec pour but donc d'améliorer la sécurité des Réunionnais sur la route. C'est ce qu'a précisé la préfecture. Monsieur Filippini, qu'on avait la semaine dernière sur le plateau. Est-ce que pour vous, ces radars, vraiment, ça dissuade? Est-ce qu'il faut en mettre autant pour faire ralentir les gens? En fait, il faudrait voir depuis qu'ils ont installé les nouveaux radars tourelles qui ont été la révolution et tout. En France, Est-ce oui. qu'il y a eu. Oui, en France, oui. C'est- Bah, au il y a- global, il y a- forcément. Globalement, Ok. l'effet, mais j'ai envie de dire, ça fait beaucoup sur une île de notre taille. Ah ouais. Il y a tellement de ça bouchons met, que les endroits où il va être mis, je suppose qu'on peut même pas rouler à 40, ça relève du miracle. Je ne sais pas combien ça coûte à la municipalité, à la commune ou même à la région. Ça Ça cher. risque de créer encore plus d'embouteillage qu'il y a déjà. Mais est-ce qu'ils Ah en, oui, mettront- c'est ça. est-ce qu'ils en mettront un sur l'ancienne route du littoral où les jeunes roulent à fond Font du pour finir scooter, sur un tétrapode voilà. Limite. Alors, Oui, vas-y. la question, c'est qu'on ne sait pas combien ça coûte, mais on sait combien ça rapporte. Ah oui. Par année, c'est en milliards d'euros que c'est chiffré le nombre de personnes qui sont À l'échelle touchées. nationale Ouais. Donc on est sur des milliards. Donc je pense que. Ça vaut le coup, c'est bien. Oui, ça vaut le coup. Oui, mais il y en a, t'as beau qui sont même pas solvables, tu vois, que tu peux même pas, enfin, au bout d'un moment, ils s'en fichent parce qu'ils ont peut-être même plus le permis, tu vois, ils ont besoin d'aller travailler. La voiture est volée, elle n'a pas d'assurance. Enfin, je sais Mais pas bon, si, c'est pas la en tout majorité cas, non d'en plus, mettre hein. autant Non. sur, par exemple, Saint-Denis, là, c'est la route, il y Ça a, fait il y a 4, 10. sur le secteur de la Jamaïque, je crois. non Ouais, Ça fait en plus, 4. entre les vrais et les faux, en plus, parce que t'en as un ou deux à chaque fois qui. Non, peut-on finir avec qui fonctionne plus pas. de radar que de route. Bon, allez, on termine par la polémique à l'embauche, ça, c'est à Salazie, donc ce restaurateur qui avait mis sur Facebook une offre d'emploi, mais surtout à destination de métropolitains, deux postes de chef de rang au sein de leur équipe avec le message, donc vous rêvez de venir découvrir l'île de la Réunion, l'hôtellerie Réunion tout en travaillant, cette offre est faite pour vous, avec aussi des avantages, donc pour venir s'installer, tout ça, même avec, pour un couple ou pour des amis, donc voilà. Grosse mise en avant de ce qui est possible de faire à Salazie. Et forcément, ça a fait polémique parce qu'on demande à recruter, on fait une offre pour des métropolitains et pas des Réunionnais, donc on privilégie. Enfin, on pouvait dire, enfin, au début de la polémique, c'était un peu raciste, tu vois, genre est-ce que on veut absolument aller chercher des métropolitains. Mais la réponse du restaurateur intéressante, c'est que non, pour lui, il sait, faute de formation, ici à La Réunion, et ben, on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre qualifiée pour, je sais pas, servir ou être là chef de rang. Rapidement, vu qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites cette semaine, est-ce que vous comprenez soit le restaurateur, soit les gens qui ont fait la polémique, enfin qui ont répondu sur les réseaux en mode polémique? Alors. Allez Bruna, vas-y, c'est ton moment. Je vais répondre parce que non, parce que je pense que les gens sont hypocrites. Il faut l'avouer. Il faut être les gens sont totalement hypocrites. Ça va être les premiers à aller au resto. Je parle réunionnais ou autre, hein, les gens sont tous hypocrites. Ça va être les premiers à se plaindre quand le service n'est pas bon. Quand il y a un petit jeune qui vient d'arriver, ils vont dire ah ben il a oublié ceci, il a oublié cela, il a ceci, cela. Et si en plus tu vas dans des hôtels ou tu vas dans des endroits où il y a un peu de gamme et qu'ils font une faute, là c'est fini. Et bizarrement, quand on veut, donc on sait pertinemment qu'il n'y a pas forcément. Il y a des formations ici, mais peut-être ça dépend peut-être du standing, ça dépend. Et d'un autre côté, quand on va chercher ailleurs et qu'on va venir emmener des personnes qualifiées, bah ça va pas non plus. Donc en fait, ça va jamais. Je trouve que c'est une polémique. C'est une non-polémique parce que si la personne n'a pas réussi à recruter dans son établissement des locaux, et ben pourquoi pas laisser sa chance à d'autres personnes qui veulent travailler. Il n'a pas dit non aux locaux. S'il a quelqu'un qui d'ici. Il n'a pas interdit l'embauche. Non, mais si personne veut aller là-bas, si personne veut aller là-bas. Après, je pense que de nos jours, pour entre guillemets éviter les polémiques inutiles, si tu fais une annonce, il faut la mettre entre guillemets partout. Donc comme ça, on peut pas dire que tu as privilégié. Il l'a fait. Voilà. Lui, il a bombardé. Hein. Il a bombardé. Bon, entre guillemets, il faudrait savoir des preuves de dire non, j'ai pas fait ça et tout, parce que C'est juste Laurent. Petit clin d'œil à tous ces centres de formation à La Réunion. Vatel créé le Centaure qui faut.
à première vue, font de la merde, hein, faut le dire, hein, puisque vous n'êtes pas capable de former un chef de rang pour un restaurant à Salazie. Rappelons-le, à Salazie. Et alors, hein, t'as signé quoi? J'ai envie de dire que même moi, demain, je cherche un taf. Aller de Saint-Denis à Salazie, il faut que je me loge. C'est pas évident que je réponde favorablement à cette offre. Parce que c'est Salazie quand même. Oui, si t'habites pas sur Salazie et tu Non, vas pas mais faire les allers-retours. Non, mais t'as raison de t'excuser, on t'écoute Non, pas. C'est un peu méchant. Ça t'en c'est à moins de 40 minutes, ça, je vais te dire plein de Non, choses c'est qui pas vont- évident, c'est pas évident. Le patron, il dira non, il dira non. Moi, je connais des tas de patrons qui diront non à un mec trop loin. T'as des gars qui veulent travailler à route, Saint-Pierre, il ils y a un peuvent problème pas. avec la route. Non, c'est vrai. Les gens de Salazie ne travaillent que à Salazie, excusez-moi. Non, Oui. les gens de l'Est, ils peuvent travailler à Salazie. Saint-André. Ah ben, là on est élargi à l'Est. Tu viens de dire en tant que Salazie, il faut rester Non, à je te dis, si j'étais de Ouais, Saint-Denis, on termine. moi de Saint-Denis, j'aurais du mal à aller tous les jours à Salazie travailler. C'est vrai que ça. Il suffit que la route soit fermée, c'est Ça quand calcule à même faire, pas quand même. évident. Je arriverai plus vite qu'avec les embouteillages de Saint-Benoît. à Possible, Salazie. possible, C'est bon, possible. que t'es chauvin. Non, mais par contre, ce qu'on doit remettre quand même un petit peu de sens à cette histoire, c'est que clairement, voilà, ça y est, ça a encore touché la corde sensible, il ne veut que des oreilles, il ne veut pas de créole. Eh bien, j'ai envie de dire, si il existe quelqu'un qui peut répondre favorablement avec les compétences, avec ce que demande l'entreprise, et qu'il réponde de A à Z à l'offre telle qu'elle est proposée, qu'il soit de Saint-Denis, de Sillaos ou de quoi que ce soit, ben, qu'il se présente, qu'il aille le voir. Comment se fait-il qu'il y ait eu si peu de créoles de Lille qui se soient présentés à lui? Il l'a dit. Il a dit, moi, j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de retour. Bon, allez, on va terminer. Faut qu'il tourne sur On va avancer aussi dans l'émission, les amis. On va passer du coup au sport avec toi, Mika. Du coup, est-ce qu'on va parler de ce combat de MMA dont on a tant parlé? Retour sur cette grosse semaine qui a Avec les tenu en charmes. haleine tous les passionnés de sport de combat. Je vous emmène déjà dans la cage PFL en MMA avec le combat tant attendu, le duel franco-français entre Baki et Cédric Doumbé. C'est bien ça? Ouais, je vois que tu me regardes. Donc, un choc arrêté au 3e round en raison d'une écharpe au pied de Doumbé. Donc voilà, ça a fait beaucoup causer. C'est le TKO le plus fou de l'histoire de la MMA. Donc en tout cas, ouais, une victoire pour Baki. Doumbé veut sa revanche. Doumbé, il a trouvé des excuses en disant que ouais, c'était les spectateurs, les VIP qui étaient là, qui ont fait des interviews dans la cage, qui ont ramené cette écharpe. Donc il a même pointé du doigt Tony Parker, par exemple. Donc voilà, bon, en tout cas, il espère sa revanche, mais Baki, il a dit, ouais, si tu veux une revanche, ça sera 500 000 euros minimum, ou 1 million, ce serait top. Mais surtout qu'il avait fait une grosse campagne un peu de com sur les réseaux, où il allait dans les hôpitaux dire oui, je vais prendre une réservation pour Baki pour dans une semaine parce que après Ouais, le combat, c'est tu vois, il voulait arriver. C'est bien. Ouais, mais je veux dire, tu vois, ce qui est drôle, l'ironie du sort, c'est que quand même, Ouais. à cause d'une écharpe, au final, il a chuté. Oui, bien sûr. Ok. Et Il y a eu la Ligue UFC aussi, avec Vas-y. le combat tant attendu de Benoît Saint-Denis. Je sais qu'Arthur l'aime beaucoup. Je l'aime toujours autant. Pas de miracle pour lui. Une défaite contre Dustin Poirier, le grand champion. Une défaite par KO au 2e round. Non, là, c'était- Mais par contre, un beau lot de consolation, 182 000 euros, malgré la défaite. C'est plutôt pas mal, sans les primes. Sans blague. Mais c'était pour revenir. Je veux bien perdre. Mais c'était pour revenir plus fort. C'est ça. ouais. Oui, il va arriver à la Réunion bientôt bien. Oui. Il sera sur l'île. Ouais, mais transition en fait pour vous annoncer qu'il y aura un gros gala de pieds-points qui mettra en scène le K1, le Pancras, le Muay Thai. Ce sera du côté de Flacourt, c'est le samedi 30 mars avec le grand retour de nos champions pays de K1. Je pense à Giovanni Boyer, Cédric Desruisseaux qui est le grand organisateur de l'événement avec son club Muay Thai Academy. Et puis aussi, Florent Kawashi qui sera là. Donc 3 sparring partners italiens qui sont dans le circuit européen. 14 combats, il y aura les jeunes avant, les guerriers de demain. Donc ça promet une belle soirée, donc le 30 mars, allez-y. Les guerriers de demain, s'ils survivent, parce que s'ils Il tombent y à a des terre petits jeunes de direct. talent. Il y a des petits jeunes de talent. Et il y aura un trophée des champions aussi, Gilles Ouais, il y a eu le trophée des champions. La saison de foot a démarré avec le trophée des champions. C'était dimanche dernier du côté de Sainte-Rose. Entre le champion de la Réunion et le vainqueur de la Coupe de la Réunion, les deux plus grandes équipes du football réunionnais. L'Excelsior a annoncé la couleur, l'Excelsior de Saint-Joseph, champion en titre, a annoncé la couleur en remportant ce match 4-1, un score qui en dit long sur les intentions de l'Excelsior. Donc voilà, le coup d'envoi du championnat sera donné ce dimanche avec 14 équipes sur la ligne de départ. Le grand retour de la Saint-Louisienne, un club mythique qui revient dans l'élite. Et puis le retour aussi de la ville de Brapanon avec la Gauloise. Et une grande première, le petit club de quartier de la Ravine Blanche qui sera dans ce championnat. 5 grands favoris, la Tamponaise, la Saint-Pauloise, le Saint-Denis FC, la Saint-Péroise et bien sûr l'Excelsior qui défendra son titre. Pour toi
C'est tout pour moi. Eh ben parfait. Merci beaucoup en tout cas Mika pour cette actu de la semaine. On va passer au Sapa Saka, ça c'est notre sport à nous. Il y a aussi des petits jeunes qui s'entraînent pour peut-être un jour nous surpasser, mais c'est pas encore le cas. On va parler d'un gros sujet d'actualité. On envoie le jingle. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'y coller. On va parler de l'aide à la fin de vie, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, l'a développé dans plusieurs interviews accordées cette semaine dans deux médias nationaux. Il veut un projet de loi qui sera voté d'ici le mois d'avril. Oui, au mois d'avril, pardon. Le choix du gouvernement par rapport à l'aide à la fin de vie. Donc avant, on parlait de suicide assisté. Là, on est vraiment sur de l'aide à la fin de vie, très très encadré. Il faut être majeur absolument, capable de discernement plein et entier, être atteint d'une maladie incurable et avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et en subissant des souffrances voilà, qu'on ne peut plus soulager à cause des médicaments. Donc il faut vraiment tous ces critères-là pour pouvoir avoir accès à cette aide à la fin de vie. Du coup, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes favorable à ce projet de loi, l'aide à la fin de vie? Ça passe pour Arthur, ça passe pour Laurent, ça passe pour Benoît, ça passe pour tout le monde finalement. Je ne vais pas dire tous les noms. Pourquoi ça passe? Je veux dire Marion pour une fois. Moi, personnellement, après avoir vu des témoignages sur les réseaux sociaux, notamment d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se retrouvait en fauteuil roulant et qui ne peut plus rien faire par rapport à la maladie qu'elle avait, je trouve que c'est une bonne décision, une bonne proposition, parce que je pense qu'elle est consciente et capable de choisir de ce qu'elle veut devenir. Et même si c'est triste en tout cas, je pense que, en tout cas, je suis favorable à cette proposition. Est-ce que pour vous, comme il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'on n'est pas sur mettre fin à une vie qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut... C'est très encadré, après, comme tu le disais. Oui, bien sûr. Après, ça peut être débattu. J'ai pas vu le reportage ou ce que tu disais. Il ne faut pas mourir naturellement. Souvent, des personnes qui malheureusement ont eu un très grave accident ne sont pas forcément en situation, je dirais, de fin de vie. Elles ont malheureusement, elles sont en fauteuil roulant toute leur vie, et ça c'est une catastrophe. Et bien souvent, ils se le disent, moi ma vie elle est finie. Alors ils se sentent, voilà. Mais eux ne rentreront pas dans ce critère-là. Là, on est sur des critères où tous les médecins sont unanimes. Cette personne est malheureusement, la maladie est incurable. On ne pourra plus rien pour elle. Au pire, même ça va dégénérer, ça va, voilà. Donc tant qu'elle a encore la possession de ses moyens, et tant qu'elle peut encore se le permettre, de dire, écoutez, moi je mettrai fin à mes jours parce que je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, je veux pas. Et surtout, elle veut plus souffrir. Voilà, la souffrance, on n'a pas à souffrir, c'est pas humain. Et surtout, elle ne veut pas mettre en situation, et ça c'est important, elle ne veut pas mettre en situation de conflit ses proches. Admettons, elle a 3 enfants. Ah non, mais moi je veux que maman elle reste. Mais écoute, maman elle n'est pas bien. Et là, il y a une espèce de. Là, c'est elle qui décide, c'est pas ses enfants. C'est sûr que c'est très très dur. On imagine les cas. Mais c'est pour ça que je suis. Et par exemple, si on va sur la souffrance psychologique, parce que là on parle de souffrance physique, on peut soulager. Par exemple, là il y avait une jeune femme il y a quelques semaines, quelques mois même, qui voulait aller même en Belgique pour faire un suicide assisté, parce qu'elle avait plusieurs personnalités qui changeaient qu'elle contrôlait pas forcément. Donc elle avait été vraiment dans une grosse dépression, tout ça. Et elle avait annoncé sur les réseaux qu'elle partait en Belgique, puisqu'en France c'était pas possible, pour avoir un suicide assisté, un suicide quoi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est là-dessus, et ça c'est mesurable. Est-ce qu'on peut mesurer la souffrance psychologique? Si on rentre un peu dans les critères là, si un médecin demain il dit qu'à cause de cette maladie-là, elle sera jamais heureuse et même ses troubles vont augmenter, etc. Ça peut rentrer dans le cadre. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, depuis petite, elle est diagnostiquée, elle a été suivie pendant des années et elle a un vrai trouble de personnalité, c'est-à-dire qu'elle a littéralement plusieurs personnalités. C'est-à-dire que même quand elle parle d'elle, elle change de... Oui, mais c'est pas une vie. C'est pas une vie parce qu'elle est en dépression. Oui, mais elle en perd ses dents. Physiquement, elle est atteinte parce qu'elle a plusieurs... Il y a plusieurs... Voilà. Ça rentre dans les critères. Donc ça peut rentrer... Mais des critères en France, non, ça rentre pas. Elle a dû aller en Belgique. En France, ça rentre. Mais ce que je veux dire, on est dans, entre guillemets, c'est la première fois que ça y est en France. Cette loi, comme beaucoup de lois, va évoluer, ça va évoluer dans ce sens-là. Voilà. Et quand on pense je pensais à cette femme réunionnaise, Élodie, qui avait 37 ans, qui s'était fait poser un implant vaginal. Alors contre son gré, elle était partie à l'hôpital de Paris. Elle avait, suite à son deuxième accouchement, elle avait une déchirure et on lui avait mis une prothèse pour que, soi-disant, ça allait la soulager. Absolument pas. Elle a eu des douleurs horribles. Elle est partie aux États-Unis, lui a enlevé la prothèse, parce qu'en France, ils n'ont pas voulu. C'était une boucherie. Et finalement, elle avait
elle était à l'agonie totale tous les jours parce que c'était des douleurs horribles que rien ne pouvait arranger. Et elle a dû partir en Belgique, se faire euthanasier. Donc son mari était d'accord et tout parce que c'était 4 ans de douleurs non-stop. Moi, ça m'en fout les opérations parce que ça arrive souvent, même dans ma famille, ça arrive des opérations et genre le médecin, il fait, tu sais pas ce qu'il fait, genre il touche la colonne vertébrale ou alors voilà, c'est des bouchées, les gars. Et ça te ruine ta vie. Enfin, du coup, voilà, cette femme elle a dû avoir des souffrances, voilà. Mais c'est fou, tu te dis, et c'est à eux on fait confiance, tu vois, genre vraiment on se dit que c'est au-dessus il y a Dieu. Je vais le dire après. Et ça, c'est vraiment des histoires, ça me révolte et je trouve ça fou. Enfin, t'imagines, tu vas accoucher, elle a accouché, c'est ça? Elle a accouché ses 2 enfants, oui. C'est après l'accouchement qu'elle a eu la déchirure. Tu donnes la vie et bon bref, c'est un autre sujet, mais. Pour terminer, Arthur. Et pour revenir à ce que tu disais, les gens qui disent non, mais c'est retirer une vie, etc. Nana. Souvent, ceux qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas été dans ce contexte-là. Ils n'ont pas. La religion. Il peut y avoir la croyance, voilà. Non, mais je veux dire, souvent, tu vas avoir un vie, mais quand tu vis cette situation, tu vois quelqu'un que tu aimes souffrir ou même toi-même souffrir. En général, quand tu es concerné par la chose, il y avait eu l'affaire Vincent Habert qui avait duré longtemps aussi, où ça a été au tribunal entre la fille qui voulait effectivement 13 ans, ça. Les parents qui voulaient pas qu'il y ait d'euthanasie et la fille qui le voulait pour. Et il était tétraplégique, enfin il n'y avait que les yeux je crois qui bougeaient. Mika, pour terminer, tu n'as rien dit je crois. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne parle pas d'une personne qui va décider de se tuer. Elle veut plus souffrir. Elle veut plus souffrir. Après il faut que ce soit cadré, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérives. Que ce soit au niveau de l'éthique chez les médecins ou voire morale au niveau de la famille. Parce que moi aussi qu'il y a des familles pour les histoires d'héritage, tout ça, ça peut partir dans des dérives. Donc ça va être très compliqué de cadrer. Mais je pense que oui, on a des personnes compétentes dans tous les domaines pour justement mettre en place ce qu'il faut. Comme on fait confiance à la médecine. Eh bien écoutez, vous aussi dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux, en commentaire, n'hésitez pas à dire voilà, comment vous, sans jugement, à dire clairement voilà, si vous, par croyance peut-être, vous êtes contre cette aide à la fin de vie, ou si justement parce que peut-être il y a eu des témoignages, vous connaissez des gens qui ont beaucoup souffert et qu'on peut soulager aussi comme ça, voilà. N'hésitez pas à dire ou à apporter des nuances, à apporter des idées en plus, à partager avec nous. Dans un instant, on se retrouve après la pub, on aura Thierry Robert, ancien maire de Saint-Leu, qui joue un peu au feu de l'amour en ce moment avec le maire actuel, c'est un peu je t'aide moi non plus entre deux. Il nous dira tout. Après la pub, à tout de suite. Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Notre dossier, la différence n'est plus un handicap. Coloration, quel risque pour la santé? Diététique, cette raison d'aimer les légumes secs. Stratégie Santé. Disponible samedi 16 mars avec le GIR. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de Jeux État sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission et on accueille notre responsable des Feux de l'amour en ce moment à Saint-Leu, Thierry Robert, ancien maire de Saint-Leu. Merci d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors en ce moment le torchon brûle avec le maire actuel, Monsieur Domaine, Bruno Domaine, pardon, maire de Saint-Leu actuel. Alors on dit que la guerre en politique c'est pas nouveau on va dire, mais là ce qui est drôle c'est que vous faites ça via les réseaux sociaux, via des lives Facebook que vous organisez vous sur votre page Facebook personnelle. On imagine à la destination des Saint-Leusiens en majorité. Alors je propose d'abord qu'on regarde un extrait d'un des lives que vous avez fait justement qui met en cause, on va dire, Bruno Domaine, et puis on en parle ensemble. J'ai la conversation qu'on a eue ensemble, toi et moi, Patrice, lorsque tu as moucaté comme pas possible Domaine avec moi, et puis il y avait un témoin. Tu te rappelles, Patrice, de ce moment-là? Eh bien, Bruno, là, ravale son vomi. Et donc, il la ramène, Patrice Komorasamy, en tant que directeur de cabinet.
Sauf que Patrice Komorasamy l'a fini pour plainte contre Bruno auprès du procureur pour plusieurs choses. Patrice Komorasamy l'a dit, mais Bruno, c'est un menteur infini. Il faut pas croire à lui du tout. Bon, on voit un travail artistique, un peu de surjeu. Vous voyez comme ça, mais c'est la pure vérité. Mais j'en doute pas. Alors, pour expliquer justement, l'histoire, c'est que vous avez enregistré une conversation avec l'ancien directeur de cabinet, qui est repassé directeur ensuite de cabinet de Bruno Domaine. Et alors, j'ai plus le nom, pardon. Vous l'avez, vous, Patrice, comment ? Komorasamy. Komorasamy. Critiqué donc l'inefficacité de Bruno Domaine, entre autres, sur ses premières années, premiers mois de mandat de maire. Alors vous, concrètement, voilà, on va rentrer dans le sujet. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à Bruno Domaine ? Aujourd'hui, pour revenir, je dirais aux choses sérieuses, parce que effectivement, on peut voir ça d'un côté plutôt humoristique, mais il y a un fond. Le fond, c'est qu'aujourd'hui, à Saint-Leu, il n'y a pas de capitaine dans le navire. C'est une réalité. C'est des choses que je dis, mais que vous pouvez aller vérifier en interrogeant la population, que ce soit ceux du Plat, de la Chaloupe ou de Saint-Leville. Il y a eu des augmentations d'impôts à répétition. Il y a eu l'augmentation du prix de l'eau à répétition. Il y a eu la suppression de la cantine gratuite pour les enfants que j'avais initiée à l'époque. Il y a 0 projet qui sort. Il y a le retrait de la délégation du maire pour délivrer des permis de construire. On sait très bien tous que dans toutes les mairies de France et de Navarre, c'est le maire qui délivre les permis. Eh bien, c'est plus le cas à Saint-Leu. Depuis le mois de décembre dernier, le préfet a sorti un arrêté préfectoral lui interdisant de signer des permis de construire. Il y a eu ce fameux projet de la maison de la mer qui aujourd'hui est dans pleine panade parce qu'il a décidé d'arrêter le projet du port, l'agrandissement du port avec 200 anneaux supplémentaires pour faire un bâtiment complètement moche qui vient dénaturer le site. L'ensemble des routes sont complètement abîmées. Il brade les terrains communaux alors qu'on est en train de payer des amendes à l'État parce qu'on ne fait pas suffisamment de logement social. Bref, je peux encore continuer comme ça jusqu'à demain. Il y a énormément de choses qui ne vont pas, et je ne parle pas des comptes, sauf qu'il se targue à dire, alors qu'on est en 2024, je rappelle qu'il a pris la mairie, je lui ai donné la mairie en 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et en 2024, semblerait-il que c'est encore de ma faute. Donc à un moment donné, il faut être sérieux et il faut faire les choses, je dirais, convenablement. Parce que quand il est à la mairie, il n'y a pas en train de jouer Ticaz, ni en train de jouer Canette. Il y a là 40 000 habitants presque, il y a pas loin de 50 millions d'euros de budget. Donc, il faut faire les choses de façon sérieuse. Et pour finir, pourquoi cette critique à l'égard de Patrice Komorasamy, mais à la limite, moins à l'égard de Patrice Komorasamy, beaucoup plus à l'égard de celui qui décide. Parce qu'il dit, il y a à peu près 1 an, voire un petit peu plus, que le directeur de cabinet de l'époque, Michel Lamy, et le collaborateur Patrice Komorasamy sont des bons à rien, ils ne savent pas faire, etc. Et il les vire. Bon. Dont acte, parce que les gens peuvent être aussi incompétents, et puis le maire, il y a perte de confiance, il les vire. Ok. Il recrute quelqu'un d'autre, qui arrive, qui commence le job, sauf que très vite, le nouveau directeur de cabinet s'aperçoit, excusez-moi l'expression, que c'est la merde totale, il se casse, et qui il rappelle pour essayer de remettre les pendules à l'heure, encore une fois, Patrice Komorasamy. Sauf qu'entre-temps, ce fameux Patrice Komorasamy a dressé un tableau du maire avec moi, de façon avec une autre personne en face chez quelqu'un sur le quartier de Bois-de-Neuf, où il me disait mais c'est un menteur fini, il ne sait pas gérer, c'est un non-compétent. En plus, c'est sûr et certain qu'il ne pourra plus gagner la prochaine fois tellement que les gens ne sont pas contents. Et puis j'apprends un jour qu'il est à nouveau le directeur de cabinet. Bon, si on ne peut pas appeler ça ravaler son vomi, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En gros, vous êtes en train de dire que dans la politique, il y a des hypocrites, quoi. Oh non, peut-être pas quand même. Tu vas l'où? Non, je sais pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a que ça. Mais je ne serai pas loin. Ça peut arriver que il y en a beaucoup. Moi, oui. j'aurais une question plus pragmatique, voire même Bien technique. sûr. Quand vous dites « je lui ai donné la mairie », c'est que vous voyez en cet homme des compétences, quelqu'un de fiable, et donc quelqu'un qui allait reprendre le flambeau et le travail exécuté, on est bien d'accord? Pardonnez-moi, je me suis trompé. Okay. Tout est dit alors. On a le droit à l'erreur, monsieur. Justement, vous faisiez aussi votre bilan, enfin le constat, vous, de votre côté, sur
le travail de Monsieur Domaine. Si on regarde aussi la mairie, on se rend compte effectivement que quand il a repris la mairie, les comptes étaient dans le rouge. Le travail était de justement rétablir tout ça. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins, voire plus dans le rouge. Il y a un peu d'épargne. Il y a des chantiers comme la médiathèque justement qui ont pu aboutir. Ah, vous allez trop vite. Là, vous allez vite parce que j'essaie de. Vous avez été aussi vite que moi sur le premier bilan, mais juste pour dire en tout cas que le tableau n'avait pas l'air si noir que ça par rapport à ce que vous dites. Il y avait des comptes qui étaient dans le rouge, ils ont dû les rétablir, c'est pour ça aussi qu'il y a eu forcément, à un moment donné, il fallait chercher l'argent aussi malheureusement auprès des contribuables. Ça ne doit pas être non plus des mesures faciles à faire quand on est maire. Enfin, le constat est aujourd'hui qu'il a quand même redressé un petit peu, au moins, je ne connais pas 100% la politique de la ville, mais il y a un travail qui a été fait quand même. Je vais répondre de façon très précise et assez brièvement. Aujourd'hui, les 2 projets qu'ont réalisé M. Domaine, c'est 2 ronds-points qu'il n'a pas financé lui, mais qu'il a fait financer par la région du temps où il était en phase avec Didier Robert. Donc c'est Didier Robert à la région qui a financé les 2 ronds-points en 2019-2020, le rond-point nord à côté de Kélonia et le rond-point sud vers là où on monte vers Piton-Saint-Leu. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait pendant 8 ans ? 0 calebasse, la fumée grand bois. Donc ça, c'est une réalité. Il suffit de vivre à Saint-Leu et de passer à Saint-Leu pour observer tout cela. Quand vous parlez de médiathèque, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La médiathèque, je l'ai initiée, les travaux ont commencé. Il a eu juste une chance, c'est de couper le ruban de l'inauguration. Bon, c'est déjà ça, vous allez me dire. Après, il l'a bien coupé. Après, les travaux qui sont en cours actuellement à Saint-Leu, au centre-ville, c'est des travaux qui ont été financés du temps où j'étais encore maire de Saint-Leu. Donc il a traîné pour commencer, d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi. La station de potabilisation de Maduran, c'est la même chose. Les financements étaient déjà accordés depuis belle lurette. Et c'est comme ça pour l'ensemble des projets. Les logements qui sont en cours à Bois-de-Neuf et qui sont terminés aujourd'hui, c'est pareil. Et concernant tout ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect financier, dommage que je n'ai pas ramené les documents. Mais lui-même, en 2020, dit « J'ai rétabli les comptes. Maintenant, tout va bien, il n'y a plus aucun problème, j'ai fait ce qu'il fallait. » Et puis 2 ans plus tard, il dit à nouveau « Ah mais ça va plus, ça va pas, c'est de sa faute. » En fait, pour être très clair avec vous, comment ça s'est passé et comment Saint-Leu est arrivé à ce niveau? C'est que quand on est parti, le compte administratif était positif. Je vous invite à aller consulter le compte administratif de la commune de Saint-Leu. Vous pouvez regarder celui de 2017, mais qui est voté en 2018. Vous allez vous apercevoir de ce qui s'est passé. Et heureusement qu'en 2019, je n'ai plus les dates précises, mais heureusement qu'en 2019, j'avais initié un projet immobilier, c'est-à-dire que, vous savez, il y a les privés qui font de la promotion immobilière, mais la mairie de Saint-Leu avait un terrain et j'avais décidé à l'époque de dire on a besoin de sous et ce projet-là, eh ben, au lieu de faire un projet un peu social, on en a fait beaucoup, on fait un projet immobilier stricto sensus comme un promoteur. Et donc là, on a récupéré beaucoup de sous et il devrait me remercier 10 000 fois parce que s'il n'avait pas eu les recettes de cette opération immobilière, la commune de Saint-Leu aurait déjà été mise sous tutelle. Donc, partant de là, moi j'ai ma conscience tranquille. Et quand on était au pouvoir à l'époque, bien sûr, j'ai des défauts. Hein, parce que certains pourraient dire, mais la façon dont il parle, il n'a pas de défauts. C'est l'homme parfait, c'est un saint. Je suis ni saint, ni un homme parfait. Sauf que, à la différence de ce monsieur, moi, je suis un homme de parole. Excusez-moi d'être vulgaire, mais moi, un homme qui n'a pas de parole, c'est pas un homme qui a des couilles. Clairement. Et ben oui, parce qu'à un moment donné, quand on fait de la politique et quand on réussit à se regarder le matin quand on se lève dans un miroir, eh ben il faut être capable de tenir les engagements. Moi, il m'a trompé et trahi. Il a ensuite trompé et trahi Didier Robert. Il a ensuite trahi et trompé Huguette Bello. Il a ensuite trahi et trompé même Jacques Tillier qui était candidat au sénatorial. Il était directeur de campagne de Jacques Tillier et au dernier moment, il a lâché Jacques Tillier pour aller avec Michel Fontaine. En fait, c'est un gars qui n'a aucune valeur. Et je le dis aujourd'hui, mais je vous invite à aller à prendre votre micro, à descendre dans la rue et à interroger les Saint-Leusiens. Et bien, vous allez entendre ce qu'on va vous dire, vous allez être bien surpris. Et justement, est-ce que tous les coups sont permis en politique?
Parce que là, par exemple, des deux côtés, hein, je parle là, il y a trahison, tout ça, on découvre pas, on n'est pas non plus né de la dernière pluie, mais par exemple, là, dans l'enregistrement qu'on a entendu tout à l'heure, vous disiez, j'ai eu cette discussion avec monsieur Komorasamy, j'ai des enregistrements, tout ça. Est-ce que ça veut dire que vous faites régulièrement des enregistrements avec des hommes politiques ici, machin, pour les ressortir plus tard s'il y a des dossiers? Mais ces gens-là, je sais comment ils fonctionnent. Parce que monsieur Komorasamy, c'était un employé lorsque j'étais là. Et celui qui l'a recruté à la mairie de Saint-Leu, c'est encore moi. Donc, partant de là, mes zouaves, comme j'appelle ça, je les connais très bien. Et je sais de quoi ils sont capables. Et donc, je fais en sorte de me protéger. Et d'ailleurs, ils vont regarder cette vidéo. Je l'invite, encore une fois, à porter plainte pour diffamation. Parce que j'ai tellement de documents à mettre sur la table que j'attends ça avec impatience. Donc en gros, les feux de l'amour ne sont pas encore terminés. Règlement de compte. Non, mais je vais vous dire très honnêtement. Je ne suis pas du tout dans un règlement de compte aujourd'hui. Pour moi, ce qui est fait est fait. Le passé est derrière nous. Moi, je suis quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Ça a toujours été ma façon de percevoir les choses. Sauf que quand des choses ne vont pas, je ne peux pas non plus ne rien dire. Si je ne dis rien, Zotsania mon enterrement par une crise cardiaque parce que mon tête, mon estomac, tout ça a explosé. Donc je suis obligé d'extérioriser ce que je ressens. Et je disais ça dans une autre émission et je vous le dis encore ici. Moi en fait, je suis quelqu'un qui est franc du collier. Moi je ne sais pas être hypocrite. Je parle peut-être même des fois trop, ou je dis trop ce que je pense, mais on arrive très facilement à lire sur mon visage ce que je ressens. Quand je suis en colère, on le voit. Quand je suis joyeux, on le voit. Quand je suis amoureux, on le voit. Quand je suis triste, on le voit. En fait, on voit tout. On n'a pas besoin de... Mais du coup, oui. Vous dites que vous êtes franc et vous dites que vous êtes tourné vers l'avenir. Est-ce qu'on peut vous poser la question, quel sera l'avenir, votre avenir? Qu'est-ce que vous avez prévu? L'avenir, c'est les Parce que prochaines tout ça, Oui. c'est dans les préparatifs, on va dire, dans les cartons, je dirais, d'un projet futur. Je vais pas vous cacher l'évidence. Si Dieu me prête vie d'ici là, parce qu'après on ne sait pas de quoi demain est fait, je serai candidat en 2026 à Saint-Leu ou avant s'il y a des élections anticipées. Oui, je ne me cache pas, je ne me voile pas. Je suis opposant au maire actuellement, je le revendique, d'être dans l'opposition parce que les choses ne vont pas bien. Et d'ailleurs, j'ai même proposé à plusieurs reprises que je ne prétends pas tout savoir, et mieux que tout le monde. Je ne suis pas la science infuse, je ne connais pas toutes les vérités, mais n'empêche que dans la gestion d'une collectivité, et entre autres dans la gestion d'une mairie, j'ai fait le tour. Et ayant fait le tour, j'ai même proposé de façon gratuite à l'accompagner s'il y a des choses à faire, sauf qu'il y a eu toujours une fin de non-recevoir, mais je vois bien que c'est l'orgueil et l'ego qui fait que, mais si il avait accepté un jour, je pense que peut-être la situation n'aurait pas été celle qu'on connaît aujourd'hui. Et une dernière question pour terminer sur ce dossier. Alors, on dit aussi que la politique, c'est du spectacle. Là, on a vu ces vidéos. Mais surtout, ces lives Facebook que je trouve intéressants et assez nouveaux en politique. Je ne regarde pas assez la politique nationale sur les comptes perso, je veux dire, pour voir s'il y a autant de lives et tout. Mais pour vous, est-ce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'être en contact aussi avec les Saint-Leusiens, par exemple, ou en tout cas plus largement avec les Réunionnais, pour avoir un échange peut-être, puisqu'on a les retours dans le chat avant, on avait l'image des gens qui allaient dans la rue, proclamer tout ça sur les marchés. Là, c'est encore plus facile. De chez soi, on le voit, vous pouvez faire ça, mais atteindre tout autant de monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi par là que ça passe? On voit justement des Louis Boyard, on voit des Jordan Bardella très à l'aise sur les... C'est aucun rapport entre les partis politiques, hein, mais c'est juste des gens que je vois utiliser vraiment les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est indispensable? Je pense que, un, c'est indispensable, et deux, il faut vivre avec son temps. Je ne suis pas très jeune, mais bon, je ne suis pas très vieux non plus. Donc, partant de là, je vis aussi avec mon époque et je m'adapte. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je suis relativement à l'aise. Comme sur les plateaux, je suis à l'aise. Tout à l'heure, on me disait il y avait des questions pièges. Mais moi, ça ne me gêne pas, nullement, parce que, en fait, vous savez, quand on dit la vérité, on dit toujours la vérité. Quand on ment une fois, eh ben on change, parce qu'en fait, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a dit. Donc, on se fait avoir. En politique, il paraîtrait qu'il faut mentir pour gagner. Je n'ai jamais menti en politique. Et vous avez gagné. Et j'ai gagné en 2008, en 2012, en 2014. Et à Saint-Leu, pour l'information, je n'ai jamais perdu à Saint-Leu.
Peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait non plus. Mais ceci dit, je n'ai jamais perdu, et puis on verra lors de la prochaine échéance. Rapidement, très rapide. On n'est pas encore en campagne, hein, loin de là, même si ça y ressemble un peu. Quand vous voyez l'état actuel, quand vous amenez justement ce jugement sur ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Saint-Leu, vous avez été aux manettes un certain nombre d'années, on se projette, vous êtes réélu. Est-ce que vous, clairement, vous estimez que vous avez les bonnes méthodes, les bons outils, le bon réseau de collaborateurs pour pouvoir inverser la tendance actuelle? Alors, quand on va à une élection, il faut tout préparer. Un élu doit être capable de faire l'analyse du passé, le constat du présent et préparer l'avenir. Et on ne va pas à une élection municipale à fleur au fusil. Donc, partant de là, moi, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui sont déjà connus, mais pas connus du public, mais qui sont connus de moi, en tout cas, qui vont venir travailler à mes côtés. Et je vous rappelle une chose, quand on a gagné la mairie en 2008, il y avait à peu près 4 millions d'euros de déficit. En l'espace d'1 an et demi, on a réussi à rétablir l'ordre et à mettre l'ensemble des projets en place. Donc, c'est pas ça qui me fait peur, pas du tout. En fait, moi, ça va faire rigoler, mais plus c'est dur, plus j'aime. Souvent, on le retrouve dans d'autres. Ce sera le slogan de la campagne. Plus c'est dur, plus j'aime. Je retiens ça sur... Merci beaucoup, en tout cas, Thierry Robert, d'avoir été sur le plateau. Vous avez quelques instants encore ou Bien vous êtes pressé? On va faire la chronique de Marion. Elle va nous parler d'un sujet qui a fait polémique toute la semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça, monsieur Robert. C'était la polémique Aya Nakamura pour les JO de Paris. Donc on en parle tout de suite, c'est l'œil de Marion. Du coup, Marion, Aya Nakamura, polémique. Oui, rien à voir avec les polémiques de Saint-Leu, mais à propos d'une grande star de la chanson française, Aya Nakamura. Je vous laisse visionner un extrait, voir de quoi il s'agit, et on en reparle juste après. On n'assume pas d'être un pays de culture européenne. Pardon, c'est parce qu'elle est noire? Non, pardon, madame, ça n'a rien à voir. Pardon, excusez-moi. Mais quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et pardon, c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Donc à un moment donné, et une fois de plus, et à un moment donné, est-ce qu'on est obligé? C'est pas un argument pour vous, ça? Bah non, c'est pas un argument, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est pas un argument pour les Français, manifestement, parce que le seul sondage qui a été fait démontre qu'ils sont une très large majorité à ne pas vouloir exactement être représentés. Ne doit pas être exactement. Je vois bien que les Français, dans ce sondage, révèlent qu'ils préféraient avoir Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny. Le sujet, c'est est-ce que ça représente la culture française? Est-ce que ça représente la langue française? Est-ce que ça représente l'élégance française? Et les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Alors donc, comme vous l'avez pu voir, cette semaine, une annonce dit que Aya Nakamura pourrait représenter la France en interprétant Edith Piaf lors de la cérémonie des JO. Donc cette annonce a fait le buzz, a fait le tour des réseaux sociaux, des plateaux télé, comme vous avez pu le voir, en commençant par cette banderole qui témoigne de propos racistes. Se rajoute à cela le poids de certaines personnalités, comme vous avez pu voir Marion Maréchal, qui dit, et qui n'est pas la seule, que la star ne peut pas représenter la France car elle ne chante pas en français et parce qu'elle ne reflète pas surtout la richesse ou encore l'élégance à la française, je cite. D'ailleurs, un vote a été lancé et 63% apparemment des Français seraient contre cette représentation. Bon, personnellement, j'y crois moyen. Marion Marimoutou remet en cause des sondages. Marion Marimoutou nous met de la Aya Nakamura pendant la pause. Donc, pour elle, c'est toujours les JO. Alors, pour faire court, les critiques se résument à sa couleur de peau, donc parce que c'est une femme noire. Le fait que ça soit aussi une femme, il y a eu aussi une vague de misogynie à tout ça. Et le fait que le public ainsi que les personnalités estiment qu'elle ne sache pas parler français. Bon, parlons peu, parlons bien. Pour commencer, Aya Nakamura fait partie des chanteuses françaises les plus connues à l'international. Ensuite, en termes d'écriture, chacun son style, chacun sa manière d'écrire. Dans tous les cas, on voit que ça marche. Quand on va aux États-Unis, on entend en boîte de nuit les chansons d'Aya Nakamura sans problème. Enfin voilà. Ensuite, c'est drôle parce que quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde avec, on est d'accord, des joueurs phares, on est d'accord que la victoire quand même relève quelques noms, tels que N'Golo Kanté, Kipembe, Dembélé, ce sont des Noirs et ici, tout va bien. Mais ils ne chantent pas, hein. Non, mais ils ne chantent pas, mais on a quand même une grande fierté des Français à ce moment-là. Parce que victoire, etc., tout va bien. On a fait Védrine qui a chanté. Également. Mais pas obligé.
Ensuite, Marion Maréchal parle de multiculturalisme français. Je vois pas où est le problème. Aya Nakamura est française comme une autre. Elle vit de sa passion. Elle n'a rien demandé à personne. Alors pourquoi elle ne pourrait pas représenter la France ? C'est peut-être pas votre style musical, on ne peut pas plaire à tout le monde évidemment, ou peut-être que c'est un peu trop moderne pour notre vieille France, je me demande aussi. En tous les cas, si vous voulez mon avis, laissez Aya Nakamura kiffer son concert, sa cérémonie, et puis voilà quoi, arrêtez vos... L'histoire, c'est qu'elle n'a toujours pas accepté. On lui a proposé... Il y a une mayonnaise qui monte, il y a une chantilly qui monte, et tout le monde se tire un peu le truc, mais elle, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Mais c'est peut-être volontaire de sa part. Elle se fait désirer aussi. C'est ça qui est bien parce que le buzz s'installe et puis elle, quand elle va enfin donner sa décision, j'ai envie de dire, le plus gros aura été fait. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est de Aya Nakamura qui est-ce que c'est Aya Nakamura qui chante au JO? Parce qu'on sait que c'est l'artiste française la plus écoutée au monde. Elle a fait des festivals dans tout le monde entier. Là, on peut pas la juger. Elle est bankable. C'est l'artiste française la plus connue. Ou est-ce que c'est Aya Nakamura qui chante de Edith Piaf? Edith Piaf, rappelons-le, était à la hauteur de Aya Nakamura à l'époque. C'était l'artiste française la plus connue au monde. C'est une icône. Si on avait dit Aya Nakamura chante au JO de l'Aya Nakamura, je pense que ça ne va pas trop poser de soucis, puisqu'elle est connue. Quand on voit la bonne rôle avec du racisme, ça revient aussi. Oui, mais ça, c'est à la partie c'est des 2-3 couillons qui traînent, il y en a partout. On a Madonna qui a chanté du Edith Piaf, il y en a plein d'artistes qui l'ont chanté. Moi, ça tombe bien que M. Robert soit là. Là, la pluie, ça tombe. J'avais une question pour les politiques, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement sportif, on a tout un espèce d'engouement des politiciens autour de ça. Le rattrapage politique. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde Aya Nakamura, c'est lancé aussi par les politiques. C'est un business, cette polémique. Ouais, cette polémique qui est plutôt malsaine quelque part. Donc, c'est vrai qu'on a toujours tendance, les politiques de façon générale, à vouloir politiser le sport, la culture en général, etc. Par exemple, dans une commune, souvent, on a tendance à vouloir mettre sous son coude les associations, les présidents d'associations, etc. Donc, au final, c'est quelque chose qui, je pense, malgré tout, est assez malsain. Maintenant, il y a aussi, par contre, certains artistes ou certains sportifs qui devraient peut-être ne pas aller dans cette cour-là qui est la politique, sauf que ils aiment aussi ça, ou ils ont envie de se positionner, donc ils le font. Et ça, en fait, ça crée un mélange de genres et qui n'est pas forcément toujours très positif et sain. Voilà. Parce que là, on a l'impression que c'est les JO d'Emmanuel Macron, d'Anne Hidalgo, alors que c'est les JO de tous les plus grands sportifs du monde. Que la population, le lambda, n'a pas son mot à dire. Il va... si, il a dit 63%, mais Macron, elle conteste les sondages. Oui, pour cette histoire. Et je rejoins complètement ce qu'a dit. Cet artiste, elle n'a rien à prouver, le travail est fait à l'échelle mondiale. C'est vrai que l'associer avec Edith Piaf, certains se sont peut-être sentis en disant non, on n'y touche pas à elle, elle a fait... Parce que comme tu dis, et surtout que, alors où je te contredis un peu, c'est, quand je te dis, ouais, t'as loupé un truc, c'est que quand tu dis, est-ce que la vieille France n'est pas prête, mettre Edith Piaf, c'est la vieille France. C'est totalement ça. Alors, et exactement. Voilà. Ils ne veulent pas équilibrer. C'est compliqué. C'est compliqué. Effectivement, la cérémonie d'ouverture, tu avais justement ce côté vieille France mise en avant avec le côté basque, baguette, béret, tout ça. On a aussi critiqué, et Jean Dujardin aussi s'est fait critiquer. Tu vois, toujours, les Français, c'est très français. Même quand tu fais du très classique, tu te fais critiquer. Quand tu mets Aya Nakamura, tu fais critiquer. On aurait des médailles. C'est clair. En tout cas, tu le dis clairement. Bah oui, non, mais voilà. Tu vas pas dire c'est pas la culture, c'est pas, elle chante pas français, elle chante pas. C'est bon quoi. Il ne faut pas oublier une chose par contre. On est en pleine campagne des élections européennes. C'est vrai. Donc là, pour le coup, tout ce qui est l'extrême droite, elle est à un certain niveau, voire gagnante dans tous les sondages. Et c'est encore du pain béni pour leur philosophie, leur campagne, etc. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, là, ça a été très politisé. Oh oui, on peut pas faire plus. Question très rapide, est-ce que vous allez regarder vous les JO là, cet été ? Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Après, je sais pas si je serai à Paris, mais comme c'est pendant la période un peu de vacances scolaires et tout ça, peut-être que... Sauf qu'apparemment, pour trouver des chambres d'hôtel ou des choses comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué.
On va pas te dire que M. Thierry Robert n'a pas un appartement sur Paris. Et après, il faut aller. C'est bloqué. Il n'a pas dit non. Le sourire en dit non. J'ai rien à cacher. Il a rien à cacher. Allez, merci en tout cas Marion pour cette chronique, sur cette polémique. On va terminer ensemble cette deuxième partie avec toi, Laurent. On va parler un peu d'emploi rapidement. Traverse la rue, jingle. Très rapidement. Alors moi, je me suis intéressé à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la semaine des métiers du tourisme. Chaque commune, chaque ville de cette île va revendiquer, bien sûr, cet espace important qui est le tourisme à La Réunion. Et Dieu sait qu'il mérite qu'on en parle parce que, comme les autres îles, nous avons aussi bien nos plages, notre cuisine, nous avons également un certain nombre de choses, aussi la hausse. Voilà, énormément de choses intéressantes. Je me suis intéressé à l'Est qui, bien souvent, est en souffrance, on peut le dire. Hein. C'est pas évident à vendre, c'est pas évident à mettre en avant, à savoir les métiers du tourisme. Voilà. Donc pendant tout le long de cette semaine, chacun va un petit peu ramener à sa commune, à sa ville et surtout à ses spécificités, des ateliers de présentation, des métiers mis en avant. C'est quand même assez intéressant de voir quand même que sur la toile tourisme, la toile métier, il n'y a pas que des serveurs, il n'y a pas que des chefs de rang, mais il y a également énormément de métiers. On pêche un peu sur les langues étrangères, beaucoup, quand on regarde un petit peu le retour de nos voyageurs de passage, ils auraient bien aimé que un peu d'anglais, un petit peu peut-être d'italien, favorisent un petit peu leur passage et surtout leur communication sur ce genre de choses. Mais en attendant, c'est vrai que on peut saluer quand même l'initiative de ce genre d'opération, à savoir les métiers du tourisme. Donc voilà, c'était une petite aparté. Vous allez voir un certain nombre de communications, que ce soit à l'écran ou ailleurs, sur cette belle semaine. Et puis, dans cette suite logique, une offre intéressante que je voulais mettre en avant, puisqu'il y a un restaurant qui recrute et qui cherche. Donc vous verrez bien sûr à l'antenne à La Réunion dans ce magnifique cirque, un autre cirque aussi beau que le tien, le cirque de Salazie, où clairement il a des très grandes difficultés, et mon rôle est de pouvoir mettre la lumière sur ces difficultés à recruter. Donc ce magnifique établissement, ce restaurant cherche depuis un certain nombre de temps, et bien sûr il essaye par n'importe quel moyen. Vous verrez ses coordonnées pour pouvoir le contacter, et puis bien sûr proposer votre candidature, puisqu'il semblerait-il qu'il en souffre. Voilà. Si on est à La Réunion, on peut postuler quand même ou... Bien sûr. Et du coup, j'invite de profiter de cette semaine du tourisme. On sera en plein cœur, justement, pour pouvoir se présenter à cet établissement et dire, voilà, j'ai mon CV, j'ai les compétences, et voilà, je me présente pour cet emploi. Très bien. Je pense que je vais aller travailler à Salazie, à Elbourg, je pense, dans les prochains mois. Et on ira te voir. Je serai chef de rang, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent, pour cette chronique. Merci à vous, Thierry Robert, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Plaisir. C'est vrai. Oh là, le visage était un peu plus tendu. Ah non, pas du tout. Non, alors vrai, vous vous trompez, hein, quand il y a toutes ces personnes. Exactement, moi je suis ravi d'être là. Eh ben, merci beaucoup, on espère que vous reviendrez en tout cas si vous vous présentez du coup peut-être en 2026 à Saint-Leu ou avant effectivement s'il y a d'autres élections. En tout cas, ce sera un plaisir de vous accueillir. Merci à tous. On se retrouve après la pub dans un instant. On va recevoir Elvire Teza, championne de France de gymnastique. Elle a fait 2 fois les Jeux Olympiques et justement on va parler encore des JO. C'est après la pub, à tout de suite. Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Notre dossier, la différence n'est plus un handicap. Coloration, quel risque pour la santé? Diététique, cette raison d'aimer les légumes secs. Stratégie Santé. Disponible samedi 16 mars avec le GIR. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la 3e partie de l'émission, on va accueillir maintenant notre deuxième invitée. Elle a participé à 2 Jeux Olympiques dans sa carrière. Elle va porter la flamme olympique au mois de juin. Elvire Teza est avec nous sur le plateau. Bonjour, bienvenue Elvire en tout cas dans le talk. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ouais. Là il y a les JO qui approchent, un peu plus de 3 mois. Vous les attendez vous ces JO de Paris là?
Oui, je les attends, puisque professionnellement, je travaille dessus. Donc moi, je suis professeure de sport à la Dragès et j'ai en charge du dossier de l'animation territoriale des Jeux. C'est comment amener les Réunionnais à s'intéresser et à participer à cette fête olympique. Donc on travaille là-dessus déjà depuis presque 18 mois avec les différents partenaires. Donc oui, ça approche et il y a déjà des actions qui sont en place et ça va monter crescendo jusqu'au 26 juillet. Vous avez une ambiance, au moins ici à La Réunion, au moins chez les sportifs, les jeunes sportifs peut-être, sur une attente, voilà, une envie de célébrer là, cette fête du sport finalement? Alors chez les sportifs, il y a déjà 3 Réunionnais qui sont sélectionnés, qui sont sûrs d'être aux Jeux. Donc nous, on va les suivre. Joanne Defay, Oriane Berton et Laurent Chardard. Il y en a une dizaine qui sont aussi en liste pour les prochaines sélections. Donc on sait que l'intérêt des Réunionnais pour les Jeux passera par les Réunionnais et leurs performances sur les compétitions. Mais on a aussi, depuis 3-4 ans, le dispositif Génération 2024 dans les établissements scolaires qui permet la rencontre avec les élèves et d'anciens Olympiens comme moi et de discuter, d'échanger autour des valeurs du sport et de l'olympisme. Que ça soit les Jeux, non pas que de Paris, mais de l'ensemble de la France, et que ce ne soit pas juste ponctuel pour les Jeux olympiques, mais que cet intérêt, en tout cas pour le sport, puisse perdurer après septembre 2024. Alors, je rappelle aussi que vous avez été championne de France de gymnastique. Alors, pour juste prendre un sondage rapide, selon l'IFOP, 45% des Français, donc près d'un sur deux, n'ont pas confiance au comité pour organiser ces JO. Vous, quand vous entendez ça, vous en pensez quoi justement en tant qu'athlète? Est-ce que c'est dommage que tous les Français ne soient pas derrière cet événement? C'est dommage. Après, nous, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui soient intéressées. On sait que dans la conjoncture, c'est compliqué. Il y a d'autres soucis pour les Français en général. Mais moi, en tout cas, l'intérêt, c'est que La Réunion, elle puisse aussi participer à cette fête et que Paris 2024, ils font ce qu'ils peuvent, hein, avec tous les soucis entre guillemets qu'ils peuvent rencontrer. Mais c'est un peu comme la Coupe du Monde au Qatar, tout le monde critiquait en se disant on va pas regarder, etc. Et j'en connais très proche de moi qui avaient beaucoup de convictions et ils étaient quand même devant l'écran derrière l'équipe de France. Donc ça dépendra vraiment, je pense que le succès des Jeux dépendra aussi de la qualité des prestations des sportifs qui s'y préparent très 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 durement depuis plusieurs années. Et justement, donc il y a plein de sujets autour de ça, il y a même l'accueil des athlètes, là vous avez vu, il y a même eu deux représentant taïwanais là, qui était à Paris, genre la jeune fille, l'athlète, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans son appartement. C'est son coach, je crois, dans le train ou dans l'avion à l'arrivée à l'aéroport qui s'est fait voler. Bon, voilà. Mais c'est aussi, par exemple, les appels de grève, tout ça. Enfin, en fait, ma question, c'est est-ce que pour vous, la politique doit forcément à chaque fois rentrer dans ce type d'événement, ou est-ce que justement ça peut pas être une bulle un peu de divertissement, de plaisir, de partage sur ces événements, comme vous parliez justement de la Coupe du Monde où on a fait des tonnes, même 10 ans avant, on en faisait déjà des tonnes. Alors, on n'est jamais fier en fait d'organiser ça, on n'est jamais fier déjà de notre pays, mais en plus d'accueillir ces Jeux, alors que je sais pas si on regarde, voilà, la Chine c'est un peu un mauvais exemple, mais bon, les Jeux Olympiques de Pékin, même de Sydney à l'époque, enfin voilà, tout le monde c'était la fête, quoi. C'est une mise en avant du pays, de la ville, et en France en tout cas, on s'auto-sabote à chaque fois, je pense. Alors s'auto-saboter c'est un petit peu dur, je trouve, mais en tout cas, je sais que les Français, ils seront présents et ils répondront présents lors de cet événement. Le Français, c'est pas, il aime bien râler un peu quand même. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent dans l'actualité. Et je pense qu'il faut essayer de voir la valorisation du pays, de voir les effets bénéfiques que ça aura sur le sport. Et au-delà de ça, on est dans le président de la République a dit que cette année, le sport était grande cause nationale. Donc c'est au-delà des Jeux Olympiques, c'est essayer de voir cet événement-là qui va vraiment mettre la France en avant et les sportifs français, mais de savoir qu'on peut sortir de là avec une nation un peu plus sportive. Et on sait les intérêts de l'activité physique sur la santé physique, la santé mentale. Et c'est tout ça en fait qu'il faut essayer de valoriser et de mettre en avant. Et on ne pourra pas écarter, est-ce que la politique doit faire partie du sport? Le sport ne peut pas complètement être une bulle à part. Forcément, il va y avoir des influences. Mais en tant qu'athlète, est-ce qu'on est plus fier d'aller justement dans un autre pays pour représenter notre pays, ou dire on est en France et on est obligé de bien faire parce qu'on est en France? Il y a plus de pression.
peut-être plus de pression et peut-être plus d'attente puisqu'on va passer devant nos publics. Moi, j'ai été gymnaste il y a très longtemps maintenant, mais j'ai fait les Jeux Olympiques à Atlanta et à Sydney. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ma maman à Atlanta, mon frère et ma sœur qui sont venus aussi à Sydney. Mais c'est vrai qu'on est quand même plus porté quand on a tout un public qui est pour nous. Parce que quand on est à Atlanta et qu'on passe en même temps qu'une Américaine, c'est compliqué déjà d'entendre sa musique quand on passe, quoi. Donc, c'est vrai que là, d'avoir, je pense que les finales, j'espère qu'ils vont y aller, c'est quasiment sûr, mais une finale de handball aux Jeux Olympiques à Paris, c'est pour moi, ça va être extraordinaire, ce public. Justement, je voulais vous poser la question, on y va tout naturellement. Vous avez participé donc 2 fois au JO, donc en 96 et 2000. Pour info, en 2000, j'avais 4 ans. Donc pour... Même pas allé, bah voilà. Mais qu'est-ce qu'on ressent justement quand on arrive sur place la première fois, les premiers JO, qu'on vient de Saint-Benoît comme vous, de la Réunion même, voilà, on va représenter son pays. Qu'est-ce que vous avez ressenti la toute première, enfin voilà, quand vous êtes arrivé au JO en 96 par exemple? C'est quoi? C'est vraiment beaucoup de fierté? Alors, forcément beaucoup de fierté, cette sensation d'avoir atteint son objectif, parce que moi j'étais partie à l'âge de 11 ans en sport-études et l'objectif principal c'était de faire les Jeux Olympiques que j'avais vu à la télé 4 ans avant. Et l'idée c'est... au-delà de... Parce qu'on me demande souvent cette question, qu'est-ce que ça fait de faire de la gym aux Jeux Olympiques? En fait, c'est pas tellement faire la gym, parce que la compétition en elle-même, c'est un peu un championnat du monde, puisqu'on retrouve les mêmes concurrentes que lors des championnats du monde ou des championnats d'Europe. C'est l'ambiance, c'est le village olympique, c'est cette cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai eu la chance que nos entraîneurs nous laissaient participer aux cérémonies d'ouverture. Et voilà, à Atlanta, l'image qui reste, c'est Mohamed Ali qui allume la flamme olympique. On rentre d'une compétition et je croise Laura Flessel dans l'ascenseur qui dit c'est bien passé aujourd'hui. Oui, j'ai gagné 2 médailles d'or. Voilà, c'est vraiment c'est ces rencontres et c'est le fait d'être avec d'autres disciplines aussi. Et surtout, vous avez que 15 ans, je crois. Oui, premier Jeux Olympiques, j'avais 15 ans. Ouais. Ah ouais. Mais ça a dû vous donner un coup de maturité aussi, non, je pense. La maturité, on la trouve déjà quand on part à 11 ans, quand on part sans sa famille et qu'on rentre 2 fois par an. Donc ça, forcément, on grandit un peu plus vite, même si on est dans un monde qui est quand même très cadré, très normé et on est très entouré, en tout cas dans cette carrière de haut niveau. Vous avez dit tout à l'heure 3 sélectionnés déjà pour les Jeux, 3 réunionnais. Il n'y a pas une 4e avec la gymnaste Marine Boyer qui est censée être en équipe de France, même si la liste n'est pas encore tombée. C'est ça, c'est que la liste n'est pas encore officielle, elle est encore dans le processus de sélection. Elle a fait partie de l'équipe qui a qualifié l'équipe de France lors des derniers championnats du monde où elles ont fait une médaille de bronze historique. Ça faisait 50 ans que la France n'était pas montée sur un podium par équipe. Mais malgré ça, sa place n'est pas réservée. Il faut qu'elle participe à tout le processus de sélection. Et je crois que la sélection officielle sera annoncée au mois de juin. Donc c'est assez tard. Mais c'est drôle que justement c'est assez tard et je suppose que il faut un certain conditionnement mental et tout, faire une préparation et il y en a soit beaucoup qui sont déçus, soit il y en a qui apprennent et je suis pas prêt, je croyais pas. Alors c'est rare, la deuxième situation de l'apprendre sans y être préparé, c'est assez rare. Par contre, oui, il y a beaucoup de déçus puisqu'on sait que sur des sélections, sur des équipes, c'est 5 à 6 prétendants et on a. Pourquoi ils ne font pas plus tôt pour soit mieux préparer et faire moins de déçus? Alors l'objectif des Jeux Olympiques, comme c'est tous les 4 ans, il faut arriver en forme maximum au moment des Jeux. Donc si on a une sélection qui arrive beaucoup trop tôt, on peut avoir des blessés, on peut avoir des personnes qui sont en baisse de performance, parce qu'au jeu, comme on est vraiment sur the edge, c'est vraiment on est sur le fil, et donc il faut être au maximum de sa préparation, et on sait que ce timing-là, il est difficile à maintenir sur une longue période. Une dernière question aussi avant de vous laisser partir. Vous avez porté aussi la flamme, donc là dans quelques mois, ce sera en juin, la flamme olympique donc, qui va faire le tour, qui va passer par les îles. 12 juin, ouais. 12 juin. En juin, dans tous les cas. Le 12, comme dit Meka. Il y a aussi une petite émotion quand on accueille cette flamme olympique, qu'on la transmet. En plus, bon, il y a une symbolique. Mais est-ce que là aussi, il y a, même des années après avoir été championne, vous avez encore il y a de l'émotion là-dessus? Une grande émotion. Ouais. Une grande émotion et une grande
fierté, puisque moi j'ai été nommée par Paris 2024 comme capitaine du relais collectif. Donc pour la Réunion, le relais collectif, c'est la gymnastique. Et moi, sur cette partie, en tout cas, du relais, c'est transmettre les valeurs olympiques, mettre en avant l'ensemble des disciplines de la gymnastique, et c'est surtout mettre en avant toutes les personnes qui œuvrent. Donc il y aura 23 personnes autour de moi avec la flamme, et sont des bénévoles qui sont engagés, sont des élus, des anciens champions, des futurs champions aussi. Et c'est d'essayer de partager, en tout cas avec les Réunionnais, ce petit bout de l'olympisme. Et par exemple, c'est là quand j'ai une dernière question. Ouais. Non, on a vraiment une vraie question. On a vraiment une vraie question. Imaginons c'est quelqu'un comme moi de très maladroit qui porte la flamme. Est-ce que si je tombe, elle s'éteint? Non, normalement, elle doit pas s'éteindre, il y a tous des systèmes. Voilà. Imagine, là, tu fais atchoum. Un petit briquet, c'est bon. Il faut être sportif pour porter la flamme. C'est pour ça, c'est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup Elvire Thézat d'avoir été sur ce plateau. Voilà, vraiment, on a été honorés de vous avoir sur le plateau. On va vous laisser repartir. Je crois que vous avez d'autres rendez-vous après cette émission. Donc merci à vous. On va accueillir de coup notre Lolo Pays, moins athlète, mais tout aussi champion dans d'autres disciplines, en tout cas dans l'emploi. Il va revenir prendre votre place. On va envoyer tout de suite le jingle de Arthur. Arthur fait son cinéma. Du coup, Arthur, on va parler avec toi de Anatomie d'une chute. C'est ça, parce que moi, en fait, je l'avais pas vu à sa sortie. Et je trouve, à un moment, il faut quand même. Je suis chroniqueur cinéma, il fallait quand même le voir, parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur scénario original. C'est-à-dire que son scénario était écrit directement pour le grand écran. Ça ne vient pas d'une œuvre publiée préalablement, un livre, etc. Et du coup, on regarde un petit extrait et je vous en parle après. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. Alors, dans le film, on va suivre l'histoire de Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, qui vivent depuis un an loin de tout à la montagne. Et un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte et Sandra, sa femme, est inculpée malgré tout. Mais on ne sait pas, suicide ou homicide. Un an plus tard, on va suivre le procès où Daniel, leur fils, va être là et on va avoir une véritable autopsie du couple de ses parents. Alors, pour être honnête, le film est bien. Mais vu tout le bruit qu'il a fait... Quand il met pour être honnête... Non, le film est bien. Mais pour être honnête, avec tout le bruit que ça avait fait, je m'attendais à beaucoup plus. Par exemple, cette année, en termes de films français, j'ai été plus touché par le film Le règne animal avec Romain Duris que ce film-là. Après, bien sûr, je ne vais pas descendre le film. Qui je suis pour descendre un film qui a eu un Oscar? Du coup, j'ai pris le problème dans l'autre sens et je suis parti chercher pourquoi, au final, il a tant plu et qu'il a eu un Oscar. Déjà, j'ai été étonné, c'est que 60 à 70% du film est en anglais, sous-titré français. Pour un film français, ça fait un peu bizarre, mais connaissant les Américains, à mon avis, ils aiment bien. Mais au-delà de ça, c'est que le film est long, voire même pesant. Et en même temps, c'est ce qui donne au spectateur cette impression d'assister à un vrai procès. On a tendance à voir dans les films américains des avocats super cool où le procès se plie en 2, en 3 jours. Alors que là, on a un procès beaucoup plus réaliste, avec des pauses, des imprévus, des côtés d'intimité, on la voit rentrer chez elle, et les avocats qui essayent de manipuler. Enfin bref, ça nous donne l'image de procès où on se rend compte qu'un procès, c'est vraiment pesant. On n'aimerait pas vivre un procès parce que on voit toute sa vie exposée, on voit son couple, ses défauts, même ses valeurs qui sont au final repris contre elle. Et comme dans un vrai procès, on ne sait pas s'il faut croire en elle ou pas. Et on doit attendre les indices qui arrivent au fur et à mesure du procès pour nous faire notre propre idée. Mais la subtilité et même la force de ce film, c'est qu'il a réussi à faire du personnage principal, joué par l'actrice Sandra Hüller, quelqu'un de difficile d'accès, froid, voire pas aimable du tout. Et en tant que spectateur, on ne doit pas tomber dans ce piège d'avoir un sentiment négatif envers une personne qui risque d'influencer notre jugement. Et c'est pour ça qu'il faut un procès et des preuves. Et on ajoute à ça, comme on a pu voir au début de l'extrait, le rôle du fils malvoyant joué par Milo Machado Graner, qui a un rôle principal dans l'histoire du procès, mais surtout dans le film, et il joue super bien. Et à ça, on rajoute un chien très attachant qui a une scène d'overdose digne d'un grand acteur de cinéma. Les Américains, ils adorent ça, les chiens. Il y a Exi-Artiste. La cire, un Tintin. Et même Exi-Artiste, l'autre fois, le chien, le Jack Russell. Personne qui avait couru en pleine cérémonie pour aller faire une photo avec le chien. C'est ça.
Et du coup, tout ça explique que, ben voilà pourquoi il a eu un Oscar. Mais en parlant d'Oscar. C'est chiant et long, mais. Parce qu'il y a un chien. Parce qu'il y a un chien. Non, c'est parce que justement, le film, même si à la première lecture, il pourrait être chiant et long, ce que je ne l'ai pas dit, ça c'est vous qui l'avez dit, il y a vraiment... C'était écrit, tu l'as dit. Non, long et pesant. Long et pesant peut-être. C'est chiant en mode intelligent. Dans un procès, j'aurais perdu, c'est vrai. Mais si moi je te dis est-ce que je vais le voir, tu me dis quoi? Bah non. Je te dis, c'est un film qui mérite d'être vu, mais je suis pas sûr que tu vas passer un bon moment à le voir. S'il n'avait pas eu l'Oscar, est-ce que tu dirais ça? S'il n'avait pas eu de prix d'Oscar, est-ce que tu dirais pareil? Est-ce que c'est pas l'Oscar qui t'a dit, bah, faut le voir? Justement, l'Oscar a fait en sorte que j'aille chercher la seconde lecture, etc. Mais j'avoue que moi, comme je disais, il y a des films français qui m'ont beaucoup plus parlé que ça cette année. Je peux mettre un tag quand même. Vas-y. Le mec est quand même chroniqueur cinéma. Et il est allé voir des films toutes les semaines et le seul film qu'il n'a pas été voir, c'est celui qui remporte l'Oscar. Ouais, parce qu'il est sorti en août quand on faisait une pause automne. C'est vrai que j'aurais même pas pu te dire quand est-ce qu'il est sorti au cinéma cette année. Oui, bah maintenant tu l'as dit. Mais en parlant de films avec des Oscars qu'on n'a peut-être pas vus, la semaine prochaine, le vendredi 22 mars, le Ciné Cambé organise une soirée ciné-culte avec la projection du film Le Faucon Noir de Riley Scott. Et pour l'occasion, le TOL fait gagner 10 places de cinéma, donc n'hésitez pas à jouer, envoyer des messages et tout, et peut-être qu'on se croisera à la séance. C'est un argument pour jouer ça? Oui. Non. C'est pas une motivation. C'est mieux que les caddies cadeaux. C'est vrai. Arthur, il a plus ça offrir qu'un caddie Carrefour. Pas sûr. Un beau coussin, une couette, c'est bon. C'est bien. Bon, on va finir l'émission avec toi, Bruna. On va s'envoler à Sillaos, c'est les bons plans de Bruna. Jingle. On va où alors? On va à Sillaos. Eh bien, on va prendre la route des 400 virages. J'espère que vous êtes tous bien attachés parce que je sais que des fois, ça peut un peu secouer. Mais surtout ta conduite. J'ai trop mangé. C'est vrai que je conduis d'une façon très particulière. Mais en tout cas, une fois que vous avez passé les 400 virages, que vous avez passé les 3 tunnels, on arrive enfin à Sillaos et je vous laisse regarder l'hôtel où je suis allée. Pour ce bon plan du jour, on se retrouve en plein cœur de Sillaos à la découverte d'un hôtel d'exception alliant modernité et tradition créole. Je vous emmène avec moi? Mais Oscar du meilleur montage là presque. Il y a des effets spéciaux, tout ça. Oscar, là, il y a Oscar. Tu vas aller voir. Même une deuxième fois. Vous vous rendez compte, ce qui est beau, c'est qu'à Sillaos, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Le cirque en lui-même. Parce que c'est vraiment une merveille. Et quand on est là-haut, on n'a pas l'impression d'être à La Réunion. Je ne sais pas comment vous dire, c'est qu'on a l'impression d'avoir pris l'avion et d'être parti, tellement c'est dépaysant. Tellement on a l'impression de. Voilà, on a pris un petit peu la voiture, on a fait 1 heure de voiture. C'est la vraie Réunion. C'est la vraie Réunion. Tu vas prendre tes lentilles, tu vas manger dans les bons restaurants qu'il y a. Et cet hôtel est vraiment très reposant parce qu'on y va et on n'entend rien. On a vraiment le bruit de la nature parce que c'est un peu excentré du centre, donc il n'y a aucune voiture et c'est d'un calme
En tout cas, c'est très joli. Je ne connaissais pas ce. Je suis jamais allé. C'est très agréable. L'endroit est très très agréable. Ouais. Tu nous invites? Ouais, tu nous invites. Comme vous voulez, on y va. Pas encore. En tout cas, maintenant, on sait ce que Bruna fait de ses journées. Elle passe ses journées assise à la hausse dans la piscine en train de. Mais je bosse pour vous, donc soyez reconnaissants. J'ai transpiré en faire ça. Je peux nous amener de temps en temps. C'est vrai. Le prochain, je vous emmène, vous allez voir, ça sera une grosse surprise. Mais peut-être qu'on pourrait, je sais pas, faire gagner des séjours. On pourrait peut-être faire ça. On verra ça. On verra ça sur les réseaux. Bon, en tout cas, merci Bruna. Ça fait du bien de finir en. Tu vois, c'est pas mal. Je suis pas commercial, hein, mais je commence à vous côtoyer un peu. Ça, j'avais remarqué. Connard. Bon, en tout cas, merci Bruna pour ce bon plan. À chaque fois, ça fait du bien. Ça fait un peu de fraîcheur à la fin de l'émission, tu vois, après de gros dossiers comme Thierry Robert ou après les JO, tout ça. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. On vous dit à la semaine prochaine. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, aux chroniqueurs. Bon, pas Laurent parce qu'il n'est pas gentil, mais sinon, toute la régie qui était avec nous aujourd'hui. Merci à tous et aux invités qui étaient là avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Click à nous et Télé Créole. Moi, je vous dis salut la Réunion. Ciao!